Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois avec toute l'équipe pour ce nouvel épisode. Le Trail qu'on aime, qu'est-ce que c'est ? C'est une troupe de passionnés qui regroupe un athlète de haut niveau, une photographe vidéaste, un kiné, un entraîneur et un team manager et qui se réunit une fois toutes les 2 semaines pour parler trail, résultats et actu chaudes, débats, légers chambrages, tout ça dans la bonne humeur et pour la passion de ce sport qu'on aime tant. Allez, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'équipe de passionnés qui va m'accompagner aujourd'hui. À commencer par celle qui a retrouvé les joies des week-ends où le sommeil n'est qu'un lointain souvenir, tant shooter, filmer et manger deviennent les seules priorités. Margot Lemap, comment ça va ? Hello tout le monde, écoute ça va, j'ai perdu pas mal de batterie ce week-end et je continue à en perdre avec un gros tournage en Alsace cette semaine. Et puis ce métier il est trop kiffant donc c'est que du plaisir. Tu seras accompagné par celui qui a regoûté au bonheur de remporter une course sur ses terres d'adoption autrichiennes. Pure Joy a-t-il titré sur ses réseaux. Pour info, Nico, ça veut dire joie pure. Mathieu Delpech, comment ça va ? Salut tout le monde, merci Alex de me rappeler déjà ce bon souvenir. Il s'est passé tellement de choses depuis la semaine dernière avec notamment un petit séjour à Annecy que j'avais déjà presque oublié. Mais en effet, on pourra en reparler plus tard si on a le temps ou sinon vous retrouverez toutes les infos sur ma course sur ma chaîne YouTube, évidemment. Celui qui vit sa meilleure vie de retraité en allant remporter tous les week-ends des petites courses de village et en ayant même le luxe parfois de nous envoyer des vocaux en plein milieu de sa course, Nicolas Martin, comment ça va ? Salut à tous. Je crois que la boucle est bouclée. J'ai commencé sur ces petites courses de village. Je crois qu'un de mes premiers dossards, c'était sur une course qui a rené de ses cendres cette année à 10 cols du Rousset en 2004, l'année de mon baccalauréat. Et ouais, je compte chez quelques petites courses. Avant tout parce que j'ai un mental de chips en ce moment et que j'ai du mal à m'entraîner dur. Donc du coup, je prends ces courses pour me préparer. Et puis je vais remettre un vrai dossard, entre guillemets, sur le 50K du Saint-Jacques avec toujours un objectif d'essayer d'avoir des jambes correctes pour l'OCC à la fin du mois d'août. Allez, enfin celui qui n'a pas beaucoup dormi non plus ce week-end après 2 journées marathon sur la Maxi Race avec toute l'équipe de Cap. Théo Robin, comment ça va ? Ah ouais, ça va. Je reviens à la vie petit à petit. Gros week-end pour nous avec un regroupement des athlètes et des coachs autour de la Maxi Race et j'ai pris un des relais. Il y avait des potes, du soleil, de la bonne humeur. On a pu s'enfiler des gels à 5h du mat. Bref, la vie qu'on aime ou plutôt le trail qu'on aime, je dirais. Et surtout quand ça finit avec un burger devant la Champions League le soir, c'était un très bon week-end. N'oublions pas l'animateur de ce podcast, celui qui est un petit peu perdu depuis que la pastourelle a eu lieu. Il va devoir attendre 1 an avant que sa vie retrouve du sens. À chaque fois que je le vois depuis, il porte fièrement la casquette. On espère qu'il va trouver un petit peu du sens dans sa mission avec la Colibri Trail Academy. Alexandre Viol, comment vas-tu ? Écoute, ça va pas mal. Effectivement, toujours un moment compliqué les semaines post-pastourelle, tant les émotions ont été intenses. Mais on va dire qu'en habitant dans un endroit aussi fabuleux que le Grand Bornand, la nostalgie ne dure pas très longtemps. Et puis là, c'est reparti bientôt pour quelques jours de vadrouille pour aller accompagner la jeunesse de la Colibri Trail Academy en Lozère ce week-end pour le Lozère Trail, support d'une Coupe du Monde de Skyrunning. Et puis, je remettrai un dossard la semaine suivante, devinez où ? Dans le Cantal, bien sûr, pour le 50 km de l'UTPMA. Et j'ai déjà hâte. Avant qu'Alex nous donne le sommaire et qu'on passe dans le vif du sujet, je me permets un petit rappel de plusieurs choses. Déjà, merci à tous d'être là. Si vous voulez nous suivre encore plus, on vous retrouverez plus d'infos sur la page Instagram avec des extraits. Vous pouvez noter votre épisode d'ores et déjà sur votre plateforme d'écoute, ça nous soutient énormément. Et enfin, ce qui nous soutient le plus, c'est le partage. Donc n'hésitez pas à nous mentionner, à partager en nous mentionnant. On repartagera avec plaisir. Et puis, petite nouveauté depuis quelques épisodes, il y en a peut-être qui n'ont pas encore vu, il y a un timecode qui est disponible en description. Si un des sujets qu'Alex va aborder dans le sommaire vous intéresse plus qu'un autre, il vous suffit d'aller voir le moment correspondant à l'épisode dans la description. Donc sur certaines plateformes, vous pouvez juste cliquer ou sinon, vous pouvez ajuster pour écouter les sujets qui vous intéressent le plus. Les amis, au sommaire de ce nouvel épisode, une fois n'est pas coutume, on commencera par notre sujet décryptage où l'on vous parlera nutrition à l'effort en réaction au récent post Instagram de Mathieu Blanchard qui a fait beaucoup parler sur sa stratégie nutritionnelle lors de son dernier ultra à Snowdonia. Sommes-nous actuellement rentrés dans le dogme du toujours plus de glucides ? On tentera d'y voir plus clair avec toute l'équipe. Et on me dit dans l'oreillette que Mathieu Blanchard, malgré un calendrier très chargé, devrait être en duplex avec nous depuis Chamonix et qu'il sera accompagné par une pointure de la nutrition. On enchaînera avec l'instant auditoris où on recevra aujourd'hui un auditeur, Idriss, qui viendra nous partager son expérience de nutrition à l'effort et le regard qu'il porte en tant que trailer amateur sur cette nouvelle tendance. On poursuivra ensuite avec les dernières actus qui ont fait trembler la planète trail, les derniers gros résultats qui ont marqué l'équipe. Puis on terminera comme à l'accoutumée par nos recos de la quinzaine. Un programme bien dense, fait avec amour et passion comme d'habitude. Le Trail qu'on aime, épisode 22, c'est parti. Jingle. Trail qu'on aime, épisode 22. Allez, je vous le disais à l'instant dans le sommaire, on démarre cet épisode avec notre sujet décryptage. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler de nutrition à l'effort.
Vous qui suivez le monde du trail, vous devez constater qu'on parle beaucoup actuellement de l'importance des glucides à l'effort dans la performance. Mathieu a d'ailleurs sorti un réel sur Gut Training il y a peu sur son Instagram. Et comme notre société est bien faite et qu'on adore aller explorer le toujours plus, on assiste aujourd'hui à une explosion des contenus qui expliquent que consommer toujours plus de glucides à l'effort serait la clé pour performer sans jamais trop avoir de contre-discours qui serait dans la nuance, alors même que l'on constate sur le terrain que certains athlètes, pour avoir voulu justement consommer trop de glucides, se retrouvent à devoir abandonner une course ou alors finir dans un état peu glorieux. Or, il y a quelques jours, Mathieu Blanchard, suite à son dernier ultra, a publié un post sur ses réseaux dénonçant d'une certaine manière cette quête du toujours plus de glucides et cette forme de dogme qui est en train de s'installer insidieusement dans la tête des athlètes en quête de performance. Alors pour creuser ce sujet tous ensemble et chercher un peu de nuance dans tout ça, qui de mieux pour venir échanger avec nous que le principal intéressé? Et oui, Mathieu Blanchard nous fait l'immense plaisir d'être avec nous dans le trail qu'on aime. Mathieu, comment ça va et est-ce que tu t'es bien remis de ce week-end annécien sur la Maxi? Salut Alex, salut l'équipe. D'abord, merci de m'inviter dans votre podcast. Écoute, Annecy, on sait, ça reste quand même une course qui est costaud en termes de nombre de participants. Enfin, c'est voilà. Donc, je dois t'avouer qu'aujourd'hui à J+2, je suis quand même très fatigué. Je suis même tombé un petit peu malade. On fait beaucoup de câlins là sur cet événement et j'ai peut-être chopé un truc. Donc voilà, je suis pas au meilleur de ma forme. Mais voilà, aujourd'hui, je suis dans le cadre de Chamonix. Là, il y a une super vue dehors sur les magnifiques montagnes, donc ça me remonte un petit peu l'énergie. Toi, ça va, Mathieu Delpech? T'es pas tombé malade? Pas trop de câlins? A priori, j'ai fait moins de câlins que Mathieu Blanchard. Moi, ça va. Bon, Mathieu, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir mis en lumière ce sujet dans ton dernier post, en remettant un petit peu, comme je l'ai dit, en cause publiquement ce nouveau dogme du toujours plus de glucides. Je trouve ça assez cool parce que jusqu'à présent, on avait plutôt entendu des discours qui allaient dans ce sens-là et pas énormément de contre-discours, justement. Dans ton post, tu as eu des mots assez forts où tu parles notamment d'athlètes gourous ou encore entre guillemets, d'experts, chercheurs et scientifiques biaisés qui ne connaissent pas bien les spécificités de l'ultra trail. Déjà, première question pour toi. Pourquoi avoir fait le choix de tester une nouvelle stratégie alimentaire à 100 grammes de glucides par heure sur cette course à Snowdonia? Est-ce que tu as été suivi par un professionnel pour cela en t'entraînant régulièrement sur ses apports? Et enfin, est-ce que tu te serais pas justement un peu fait avoir par ce dogme du toujours plus que tu dénonces dans ton post? Alors déjà, pour répondre à la deuxième question, on va aller très vite. Non, je me suis pas fait suivre. Je fais ça de manière totalement autonome. Et pour répondre à ta première question, pourquoi je l'ai fait? Parce que je suis tout simplement passionné par l'optimisation de la performance, du potentiel humain. Et voilà, ce domaine qui est bon, la nutrition au sens large. Et là, on parle vraiment de la consommation de glucides. Et actuellement rempli de débats et même de polémiques. Donc voilà, c'est des modèles nutritionnels qui évoluent. On le sait depuis longtemps que les glucides sont le carburant du sportif. C'est pas quelque chose de nouveau. Les cyclistes dans les années 80 consommaient déjà des quantités phénoménales de glucides. Mais il y a vraiment des effets de mode. Voilà, c'est la boule au bout du fil qui part un coup à droite, un coup à gauche. Où à un moment donné, on va avoir une mode plutôt sur des régimes cétogènes, low carbs. Et puis en ce moment, on est vraiment sur l'extrême de la consommation de glucides. Voilà, et aujourd'hui, on voit vraiment beaucoup d'avis qui émergent, voilà, dans les médias et sur les réseaux, de différentes entités. Et alors moi, je suis pas ni pour ni contre, en fait. Peut-être que ça a mal été interprété ce que j'ai écrit. Moi, ce que je questionne, en fait, je me pose beaucoup de questions aujourd'hui en croisant ce que la science dit aujourd'hui et ce que j'expérimente sur le terrain. Je questionne aussi les avis que peuvent avoir toutes ces entités parce que toutes ces entités ont un intérêt à un moment donné, elles sont biaisées. Les marques, par exemple, qui ont un intérêt fortement commercial. Les athlètes sont aussi biaisés et moi, le premier, avec un partenaire nutrition, dois mettre en avant mon partenaire. Et c'est sûr que des marques aussi, parfois, vont pousser leurs athlètes à aller dans ce sens-là pour faire vendre plus de produits. Les scientifiques, alors les scientifiques, évidemment, ils sont pas tous corrompus, mais j'ai été aussi scientifique pendant plusieurs années. Je vois comment les études sont faites. Quelques études, parfois, sont sponsorisées, financées par des marques qui ont un intérêt à avoir des conclusions qui vont dans leur sens. Et puis, la science aussi a parfois quelques biais. Sur l'échantillonnage des personnes qui sont testées, randomisées ou non randomisées. Voilà, moi, quand on me sort des études qui sont faites sur des consommations de glucides, sur des athlètes cyclistes, sur ergocycle ou sur des coureurs qui vont faire des efforts constants ou sur des durées moindres, et qu'on l'extrapole
ou qu'on le généralise à l'ultra trail, parce que c'est vraiment de ça que je parle dans mon post, et j'aimerais qu'on soit très très précis aujourd'hui. On parle de glucides en grande quantité dans l'ultra trail. Là déjà, il y a de grosses approximations. Grande quantité, ça veut dire quoi? Pour moi, grande quantité, c'est plus de 90 grammes à l'heure, parce que certaines études aujourd'hui convergent vers effort de plus de 2 heures, 90 grammes. Donc là, on va en parler, mais sur une course récente, j'ai testé 100 grammes par heure à l'effort. Mais j'ai testé à l'entraînement aussi sur vélo et en sortie longue trail 150 grammes. Alors ça, je l'ai pas dit, mais on pourra en parler aussi. Et l'ultra trail, c'est quoi? Alors c'est sûr que l'ultra trail, chacun y va avec sa définition, mais je parle en gros de très longs efforts. Moi, quand un scientifique vient me voir en me disant effort de plus de 2 heures, on prend 90 grammes, c'est une approximation qui est vraiment médiocre. Qu'est-ce qu'on fait sur un effort de 10 heures, 15 heures, 20 heures, 30 heures, 60 heures sur une diagonale des fouilles? C'est vraiment là-dessus que je me questionne, c'est 100, 130, 150 grammes de glucides, comme certains athlètes gourous aussi, notamment en Amérique du Nord, aux États-Unis, avancent les bienfaits. Est-ce que c'est vraiment ça que l'on a besoin pour des efforts d'ultra trail, c'est-à-dire des efforts de plus de 10 heures, 15 heures, 20 heures? Parce que ce qui fonctionne 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, allez, 8 heures, ça fonctionne pas toujours au-delà de 10 heures. Donc moi, j'ai aussi un biais d'expérience, parce que j'expérimente énormément. J'ai une connexion très forte avec mon corps et je ressens beaucoup, de manière très fine, les petites modifications ou les petits tests que je vais pouvoir faire dans mon entraînement. Et c'est clair que, alors, j'ai encore beaucoup de travail à faire dans l'expérimentation, mais si on revient sur ces grandes quantités, donc 100 grammes et plus sur un effort de plus de 10 heures, j'ai des expériences récentes qui m'ont montré que j'ai eu des niveaux d'énergie qui étaient meilleurs, un confort aussi gastro-intestinal qui était meilleur, sur des quantités de glucides qui étaient moins élevées que les 100 grammes et plus. Alors, j'aimerais ajouter que je découvre pas les glucides du jour de la course. Je consomme aussi de grandes quantités de glucides à l'effort sur ce qu'on appelle des gut training, sur des longues sorties, mais aussi parfois sur des sorties moins longues. Et donc, ce qui m'amène aussi à avoir d'autres questions. Donc, la première question, tu l'as compris, c'est ces grandes quantités de glucides, donc 100 grammes et plus, sur des efforts d'ultra trail. Mais les autres questions, c'est à l'entraînement. Et c'est ce que j'avais mis aussi dans mon post, ce que je vois autour de moi. Je le vois, les athlètes, je vois ce qui est partagé par toutes ces entités que j'ai évoquées plus tôt. C'est de s'entraîner à consommer des glucides. Et dans s'entraîner, il y a deux sous-questions pour moi. C'est s'entraîner à l'effort. Donc, voilà, une semaine d'entraînement. Est-ce qu'il y a vraiment une utilité ou pas de consommer 100 grammes, 60 grammes de glucides sur une sortie de 2 heures en zone 1? Je questionne, je sais pas, j'ai pas d'opinion encore aujourd'hui. Et la seconde sous-question, de s'entraîner à consommer des glucides, je l'ai vu, je l'ai lu et je le vois aussi autour de moi. Je vois des dérives qui seraient de consommer aussi des glucides hors effort. Donc voilà, c'est typiquement, bon, c'est stéréotype, mais consommer des bonbons dans son canapé parce qu'on te dit que ça va augmenter la capacité d'oxydation, ta capacité à transporter, enfin, à tes récepteurs, transporter ton glucose, ton fructose. Et là, je me questionne parce qu'on sait aujourd'hui, et les études ne manquent pas, que consommer du sucre à grande quantité pour un sédentaire, donc hors effort, peut mener à des maladies graves. Donc, je me pose beaucoup de questions, moi, en ce moment, et je trouve qu'il y a beaucoup trop d'approximations et beaucoup trop d'extrapolations aussi qui sont faites sur des études qui sont malheureusement pas celles du véritable terrain que représentent les efforts d'ultra trail, qui sont multifactoriels. Moi, quand ton échantillon, il a poussé sur un ergocycle pendant 3 heures et que tu me dis qu'il a eu plus de bénéfices en termes de performance avec 90 grammes que 50 grammes, je suis OK. Par contre, quand on est sur un ultra trail où il va y avoir l'état émotionnel qui va rentrer en jeu, on le sait, quand on est stressé la veille de la course, on a la diarrhée. Donc c'est un lien direct avec l'état émotionnel. La durée de l'effort, ça je l'ai déjà dit, l'intensité aussi. On n'est pas sur un effort constant quand on fait un ultra trail. On est sur un effort qui est ultra assuré, où on va passer un peu dans la zone 1, dans la zone 2, dans la zone 3, on va même faire des incursions en zone 4. Donc seuil 2 un petit peu au-dessus parfois si on attaque ou sur une montée un peu costaud. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est pas constant et puis donc c'est une consommation, c'est une dépense énergétique qui est compliquée à calculer. On parle aussi de l'altitude, de la chaleur, des secousses que peuvent produire le sport et tout. Moi, quand on me dit je suis capable de consommer 100 grammes et plus de glucides sur un vélo, ça m'étonne pas.
et ça m'impressionne pas. L'ayant fait, il y a aucune secousse au niveau du ventre, c'est beaucoup plus facile. J'ai même mangé des sandwichs que j'ai achetés dans une boulangerie dans un col, que je ferai jamais en trail parce qu'il y a des secousses mécaniques qui rendent voilà la digestion plus compliquée. On parle aussi de la qualité du microbiote. Aujourd'hui, on est sur une société qui comprend pas trop le second cerveau qui est le microbiote, qui part de la bouche et qui va jusqu'à la sortie, en passant par tout le système digestif. Et aujourd'hui, alors ça, c'est des discussions que j'ai la chance aussi d'être en contact avec des médecins qui sont en charge de cyclistes professionnels et de triathlètes professionnels, qui me disent que depuis quelque temps, alors il y a encore des études à faire, qu'ils voient des dérives au niveau de la qualité du microbiote suite à ces prises excessives de glucides, des problématiques aussi au niveau de la perméabilité intestinale, l'inflammation de bas grade générale. Donc moi, je m'amène aussi à penser aujourd'hui, il y a des études, il y a de l'expérience, mais on est loin d'avoir tout compris. Aiguisons notre esprit critique parce que ça pourrait faire des dégâts. Je me pose des questions, j'alerte, alors peut-être pas, mais je préfère alerter, et c'est ce que je disais dans mon post aussi, la vision court-termiste versus long-termiste. Aujourd'hui, je suis dans une optique qui est plutôt long-termiste par rapport à une autre optique que j'avais il y a pas si longtemps, mais en vue du risque que peut amener ces modes, je prends actuellement le parti pour moi, de manière très individualisée, de prendre un petit peu des pincettes avec ces sujets-là, de prendre du recul et de surtout me questionner, quoi. Voilà. Et de faire très attention à tous ces gourous. C'est pas parce que quelqu'un s'affiche comme scientifique, chercheur, qu'il n'est pas biaisé. Il y en a des tonnes, des scientifiques qui te disent ouais, les études disent, et puis qu'il faut consommer des tonnes de glucides, et puis dans la phrase suivante te disent ça tombe bien, j'ai un code promo chez mon partenaire nutrition, tu vois. Donc là, on est quand même enfin, on comprend les biais, quoi. Voilà, il y a du biais cognitif, c'est des croyances, il y a du biais d'échantillons, je l'ai dit, il y a des biais commerciaux. Je vois aussi des biais de fausse équivalence, ou qu'on appelle de contracertion aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, on parle de beaucoup de glucides peuvent éventuellement consommation de beaucoup de glucides à l'effort ou hors effort peuvent éventuellement créer des problématiques de santé. La contracertion, c'est de dire pas consommer de glucides peuvent amener aussi des déficiences de santé comme des RED-S par exemple. C'est aussi stupide que de dire trop de sport pourrait amener des problématiques de santé. La contraception, c'est de dire pas de sport, c'est la sédentarité, c'est dangereux aussi. Donc là, on est vraiment sur les deux extrêmes. Donc voilà, moi aujourd'hui, je suis dans ce phénomène de mode et je me questionne, et c'est pour ça que je me suis permis de poster ce retour d'expérience sur ma Snowdonia récente, 100 km là, où j'ai pas trouvé de gain d'énergie plus que ça par rapport à une stratégie avec un peu moins de glucides que j'ai pu avoir sur une diagonale des fous quelques mois avant. Justement, merci beaucoup pour ce retour très très complet. C'est aussi pour ça qu'on voulait t'inviter, d'avoir le retour d'un athlète qui a une prise de recul sur sa pratique et puis qui expérimente lui-même sur le terrain. On recevra tout à l'heure Valentin, avec qui on pourra activer un peu plus le côté scientifique, puisque lui c'est vraiment son domaine d'expertise. Juste avant de donner la parole à Nico qui voulait parler après toi. Justement, pourquoi t'as voulu tester cette stratégie-là à Snowdonia? Par pure expérimentation, ou est-ce que à un moment tu t'es pas laissé biaiser par le fait de dire en fait si j'arrive à consommer plus de grammage de glucides, je vais forcément être plus performant? C'est exactement ça, Alex. J'ai été influencé par comme tout le monde, par ce que peuvent dire certaines études scientifiques, par ce que peuvent dire certains gourous. Et donc quand j'ai pas la réponse, et que la réponse en tout cas me paraît pas assez claire et évidente dans ce que peut ressortir, je vais expérimenter. Alors, je prends des risques parfois, mais je vais expérimenter pour me faire mon propre avis. Donc, je dois t'avouer que sur la diagonale des fous, j'avais une stratégie de 80 grammes de glucides à l'heure. J'ai eu un niveau d'énergie qui était excellent. J'ai eu aucun problème gastro-intestinal, aucune nausée, aucune difficulté aussi à prendre mes produits, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai aussi avancé dans mon poste, c'est que quand on commence à vouloir arriver sur ces quantités-là, au niveau logistique, c'est compliqué, quoi, d'avoir tous ces gels dans le sac, dans la ceinture, les prendre quand tu as les bâtons dans les mains, ou comme ce que je disais tout à l'heure là sur la non-constance de l'intensité, quand tu es un petit peu
haut en cardio dans une montée, venir prendre le gel, c'est compliqué, quoi, tu vois. Donc voilà, et je me suis dit, j'ai eu un top niveau d'énergie à la Jag à 80 grammes, mais je vais tester plus, tout simplement. J'ai testé à l'entraînement, je suis monté jusqu'à 130, 150 grammes sur le vélo et en sortie longue de 6 heures environ. C'est passé sans problème, mais encore une fois, on enlève le facteur intensité. Sur une sortie longue, on n'est jamais aussi rapide en sortie longue, même si on prend un peu des paces de course, que le jour du dossard. Et c'est vrai que le jour de la course, alors j'ai pas eu de problème particulier gastrique ou de nausée, mais j'avais pas envie de prendre mes gels, quoi. Tu vois, je sentais que mon corps me disait, ouais, t'as un trop là. Quand ma montre elle sonnait pour prendre le gel, j'ai pas envie de le prendre, quoi. Et je me souviens, on attaquait un petit peu sur des montées avec des cailloux, avec les bâtons dans les mains. Quand ma montre sonnait, ça me sortait un petit peu de ma course, quoi, d'aller chercher mes gels, le prendre. J'avais de la difficulté. Et voilà, à l'arrivée, au lendemain, je me rends compte que j'ai pas eu un niveau d'énergie plus grand que celui que j'ai pu avoir sur la diagonale. On en revient aussi toujours au même parfois à l'écoute de ces sensations, et je vais donner la parole à Nico, justement, peut-être parler un petit peu de ce que Mathieu a évoqué, la différence qui peut exister entre les différentes distances. Toi, Nico, t'as jamais trop expérimenté le très long. Par contre, t'as expérimenté beaucoup le très court et le trail court et le trail long. Du coup, ça peut être intéressant d'avoir ton retour là-dessus sur les différences peut-être que t'as pu noter par rapport aux distances et au temps d'effort. Ouais, d'abord, déjà, dès qu'on dépasse 90 grammes/heure, on est quand même au-delà des recos quand même globalement scientifiques. Donc, c'est de l'expérimentation, c'est du cas par cas. Quand on est déjà, comme disait Mathieu, à 80 grammes sur une diag, c'est déjà des apports qui sont très hauts parce que en fait, là, on est dans un microcosme où on pense que tout le monde consomme plein de glucides. Moi, c'est mon quotidien d'accompagner des athlètes qui mangent 50 grammes/heure déjà sur des courses. C'est pas la majorité. Et je dirais qu'il y a presque autant de gens, même si ça se popularise. Et j'ai envie de dire que le bon côté du fait de populariser qu'il faut manger plus de glucides, c'est qu'on est très loin d'avoir des gens, euh, à mon sens, beaucoup de gens qui dépassent ces recommandations, qui sont sur des très hautes recommandations et sont plutôt aujourd'hui sur des apports qui, on va dire, nuisent pas à leur performance. Parce que faut quand même bien se rendre compte d'une chose, c'est que Mathieu, il a parlé je suis à 100 grammes, j'ai pas senti plus d'énergie qu'à 80, mais 80 c'est énorme. Moi, j'ai très rarement passé 80 grammes et je pense que je rejoins assez Mathieu. Jamais j'aurai une stratégie agressive à 90-100 grammes de moyenne sur un ultra, si j'en faisais un. Peut-être que en tout cas, moi, ce que j'ai toujours eu comme stratégie, j'ai jamais fait des courses très longues, c'est plutôt d'être un peu conservateur au début, d'être sur du 65, 70 grammes, par exemple sur un début de Templier, pour finir à 90, 95, parce que je pense que plus on avance dans la course, et aussi moins on a de réserve, ce qu'on appelle l'endogène, donc le glycogène qui est stocké, donc plus, pour continuer à oxyder la même quantité de glucides, va falloir en consommer plus d'exogène. En plus, c'est un petit peu moins rentable quand ils sont exogènes que quand ils sont endogènes et formés sous forme de glycogène. Donc, il y a vraiment ça. Mais le vrai débat, je pense que c'est aussi de dire que les glucides, on a beaucoup parlé du volet performance. Et moi, j'avais une question pour Mathieu. C'est, en fait, je pense qu'au-delà de la perf à l'instant T, l'apport des glucides à l'effort, c'est aussi, et je pense que Valentin, si on le reçoit, nous en parlera, c'est aussi de lutter contre le déficit énergétique. Parce que quand on s'entraîne beaucoup, et ça, je serais intéressé d'avoir le retour de Mathieu, qu'est-ce qu'il fait par exemple quand il fait des sorties de 6-8 heures en termes d'apport? Parce que très clairement, quand on a un relativement bon niveau, même si on fait de la Z1, de la Z2, ça reste quand même des intensités pour des très bons coureurs qui sont pas non plus nuls. On dépense beaucoup d'énergie et en fait on crée quand même un très fort déficit énergétique pendant ces sorties qui va être plus ou moins majoré en fonction des apports qu'on a durant l'activité. Et derrière, finalement, quand on parle de santé sur ces quantités de glucides consommés, à un moment donné, si on veut pas avoir de déficit énergétique, les glucides, c'est quand même ce qu'on consomme le plus en quantité énergétique dans les macronutriments pour un athlète. On va quand même être à un moment donné obligé de les reconsommer dans la journée, en partie. Et à mon sens, c'est ma vision, après je suis pas spécialiste, je pense que c'est
s'il y a une nocivité à consommer trop de glucides, je pense qu'ils sont moins nocifs pendant l'activité quand on a besoin que ce que disait Mathieu dans le truc extrême de travailler son gut training en mangeant des bonbons dans, dans le canapé. Mais effectivement, des énormes portions de riz, en plus du fait que il y a des limites d'assimilation. Donc après, il faut être bien accompagné, fractionner beaucoup ses repas. Donc moi, je vois aussi quand même les apports en glucides quand on s'entraîne beaucoup. Et quand on parle d'ultra, on est aussi sur des volumes d'entraînement plus importants, aussi sur ce volet-là. Et je pense qu'il y a vraiment ces deux volets-là. Il y a le volet performance. Et là, moi, je rejoins Mathieu. Je pense que Adley est au-delà de 90 grammes, en plus du fait que Mathieu a parlé un peu des partenaires. Alors, je pense qu'il nous dira pas en public, mais je sais pas s'il utilise uniquement son partenaire, mais je sais les ratios, par exemple, qu'il y a chez son partenaire nutrition, qui sont pas, à mon sens, optimaux si on va aller taper les ranges très élevés parce qu'on va avoir probablement un peu trop de glucose, maltodextrine par rapport au fructose, donc potentiellement un peu des blocages. Donc, il y a vraiment, pour conclure, deux volets vraiment très importants. C'est ce volet performance à l'instant T, mais aussi lutte contre le déficit énergétique. Et j'aimerais bien voir le retour de Mathieu sur comment il gère ça quand on a des apports plus bas, ou est-ce que quand même, quand il fait des volumes d'entraînement importants, il a quand même des apports relativement élevés sans aller dans des extrêmes. Oui, merci Nico pour ces apports très intéressants. Écoute, alors effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les deux extrêmes ne sont jamais bons. Bon, on sait déjà que l'extrême du côté on n'en prend pas assez est extrêmement mauvais. Le recul qu'on a par rapport à ça le confirme. Alors moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est hyper important dans une optique de longévité et de santé, parce que de santé, de pure santé, d'un athlète en pure santé, c'est un athlète qui performe, c'est de prendre extrêmement soin de son microbiote et de son inflammation de bas grade globale. Donc, moi, je consomme une quantité phénoménale de glucides chaque semaine parce que j'ai des charges d'entraînement importantes. Mais entre faire une majorité de sa consommation de glucides sur des gels ou sur des produits de nutrition sportive qui, même s'ils ont été choisis, les ingrédients de manière qualitative, on reste quand même sur sur un produit transformé. Et les produits transformés, on sait que notre système ne l'apprécie pas beaucoup. Ce qui fait que, voilà, moi aujourd'hui, alors je sais pas si c'est la recette parfaite, mais en gros, sur une semaine d'entraînement, je vais consommer plutôt entre 30 et 50 grammes de glucides sur des entraînements type fractionné. Et sur mes sorties moyennement longues, même quantité. Par contre, sur mes sorties très très longues, il va y en avoir deux ou trois blocs choc avant une course. Là, je vais faire justement ce gros gut training dans le un peu plus que moins. Comme je disais tout à l'heure, je suis monté à 130 grammes avec les produits de mon partenaire que je consomme de manière exclusive. Effectivement, on n'est pas sur le ratio idéal pour ces quantités-là. Je travaille sur des ratios de 2 pour 1 en glucose fructose, mais ça passe. Donc encore une fois, moi je me questionne. Effectivement, la science a montré qu'un ratio 1 pour 0,8 en glucose fructose fonctionne mieux. Moi, à 130 grammes sur mon vélo ou sur ma sortie de trail de 8 heures, aucun problème gastrique, un bon niveau d'énergie et ça fonctionne. Ce qui me laisse penser que ça peut aussi fonctionner en course. C'est la raison pour laquelle j'ai testé pour la première fois une stratégie à 100 grammes à l'heure sur le Snowdonia. Voilà. Et puis après, moi, ce que je questionne, que j'ai dit tout à l'heure et sur lequel tu es revenu, Nico, là, sur consommer des glucides à l'entraînement. En fait, là où je vois ce qui se fait, je me questionne, c'est quoi le niveau, le mot effort, à l'effort, pour moi, il est trop approximatif aussi. Il est trop approximatif. L'effort, ça veut dire quoi? Quelle intensité? Quelle durée hebdomadaire? C'est quoi ta capacité d'oxydation aussi? Donc, à l'effort, c'est trop approximatif pour moi. Et ça reste hyper individualisé. Et peut-être, c'est ce que je questionne aussi, qu'un apport de glucides beaucoup trop élevé par rapport à ton réel dépense énergétique, ton réel effort, est peut-être pas bon. J'ai récemment aussi eu un super échange avec Anthony Berthoud, un nutritionniste diététicien qui est très très bon, et docteur Mouton aussi, qui est belge, bon, qui a eu quelques sujets houleux dans sa carrière, mais ils ont amené un élément qui est très intéressant aussi, c'est la génétique. Et ça, on n'en parle jamais.
La génomique, en fait, il faut savoir que on a tous des gènes différents. On appelle ça le gène APOE, APOE, gène 2, 3, 4. Et en fonction de notre évolution, on va avoir des capacités d'oxydation génétique différentes, des capacités d'oxydation de glucides ou davantage au niveau de la lipolyse différentes. Exemple, les Inuits qui vivent au nord du Canada, qui ont dans leur évolution consommé principalement de la viande de phoque, ou de graisse, voilà. Quand ils consomment des glucides, lorsqu'ils arrivent, voilà, dans la modernité de la ville plus au sud, vont avoir des gros problèmes de santé, notamment de l'obésité conséquente. Et il faut savoir qu'en France, dans la population occidentale, on a tous des gènes différents. Et donc, c'est ça qui amène aussi la question de l'individualisation. Les études qui disent, OK, plus de 2 heures, plus de 90 grammes, moins de 2 heures, 1 heure à 2 heures, 30 à 60 grammes, pas assez précis, c'est pas assez individualisé pour moi. Et pour pousser la réflexion un petit peu plus loin, ben là, en ce moment, je suis vraiment là-dessus. Je vais faire des tests génétiques, tu vois, moi aussi, pour voir quel est mon gène APOE, faire des tests de perméabilité intestinale, faire des tests de qualité du microbiote aussi. Donc, c'est des marqueurs qui se rajoutent aussi sur des bilans que tu peux faire sanguins ou salivaires. Malheureusement, en France, c'est très difficile de les faire. Il faut aller en Belgique. Donc, c'est ça aussi qui amène de la difficulté dans cette équation, dans ce schmilblick, c'est que pour avancer, il y a des contraintes. Mais c'est passionnant. Donc, voilà, aujourd'hui, je me questionne. J'ai pas les réponses, j'ai pas d'opinion ferme, mais peut-être que dans 1 an, on se reparlera et on aura d'autres réponses, j'espère. Moi, je te rejoins en fait sur l'effort et notamment les distances, en sachant que, sans rentrer dans les détails, mais globalement, plus l'effort est soutenu et plus il y a une importance des glucides. Et c'est vrai qu'il y a quand même aussi beaucoup de travaux qui viennent quand même de sports où la performance est quand même différente du trail, c'est-à-dire notamment le cyclisme, où le cyclisme, très souvent, la différence va se faire sur la capacité à produire un effort, je me dis entre guillemets max, mais on va dire un effort qui est en tout cas quasiment tout le temps au-dessus du seuil 2, et où là, c'est vrai que c'est prépondérant d'avoir des glucides pour fournir son effort, alors même si c'est dur, même si les seuils ils évoluent à l'activité, quand tu montes à la tête au vent, ou alors maintenant il n'y a plus la tête au vent, mais quand tu montes les dernières bosses de l'UTMB, t'es pas sur ces intensités-là. Et c'est sûr que aller taper aussi haut, avec toujours la balance bénéfice-risque qui est, si j'en consomme trop, il y a des risques de troubles gastriques. Et je crois qu'il avait, Valentin Lacroix, qu'on recevra après, avait répondu ça aussi sur un de tes posts, c'était, ou sur quelqu'un qui avait partagé l'un de tes posts, qui était en ultra, c'est davantage manger le plus longtemps possible qui compte plus que de manger le plus possible. Ça, c'est aussi important à dire. Moi, l'autre élément aussi que je questionne et qui revient dans ton sens, c'est que je pense qu'au lieu de parler de grammage, au-delà de la génétique, il y a aussi le pourcentage de la dépense énergétique horaire, entre guillemets. C'est-à-dire que quand tu pousses, on va prendre le vélo parce que c'est un peu plus simple avec les watts, mais quand tu pousses comme Tadej Pogacar, 350 watts quasiment dans ta zone 2, donc je vous laisse imaginer quand il est sur son seuil 2, sa dépense énergétique horaire, elle a rien à voir avec quelqu'un qui va faire un UTMB en 40 heures. Et à mon sens, dire tout le monde doit manger la même quantité, ça n'a pas énormément de sens. Et globalement, les très forts apports, pour moi, ils sont quand même réservés à des gens qui ont un certain niveau de performance parce qu'ils ont des dépenses énergétiques très importantes. Quand on court lentement, même si l'effort il est évidemment pas le même pour toi, Mathieu, quand tu te déplaces à 5 km/h dans une montée que pour le coureur lambda, au global, la dépense énergétique horaire va faire que ils ont peut-être pas besoin de ces tels apports. Mais nous, ce qu'on constate, et je pense que Théo me rejoindra là-dessus, c'est que nous, on voit beaucoup de gens qui se préparent bien, s'entraînent bien, font la course, et puis très souvent, t'as ouais, j'étais super bien, et puis au bout de 3 heures, j'avais plus d'énergie. Donc là, souvent, tu les questionnes, tu regardes, tu regardes leur fréquence cardiaque, tu dis, bon, ouais, c'est pas débile, il est pas parti n'importe comment. Et puis tu lui dis, t'as bien mangé, tu vois. Alors souvent, tu les conseilles, mais ils suivent pas toujours les conseils. Et là, il faut, ouais, j'ai bien mangé, tu vois. Et puis tu les interroges, et bien mangé, tu calcules, tu fais, ouais, mais en fait, t'as mangé 25 grammes sur les 3 premières heures. Et c'est pour ça que t'as pris un mur. Et c'est vrai que ce discours de faut manger des glucides,
je pense qu'il faut pas aller dans l'extrême, mais il y a aussi plein de gens, parce qu'il y a aussi, tu parlais des intérêts marketing. Bon, les gens aussi, ce qu'ils te disent quand tu leur dis qu'il faut beaucoup en manger, c'est le coût aussi. Parce que c'est loin d'être donné, c'est pas si, enfin, il y a des solutions pour fabriquer, mais c'est pas si facile. Et c'est vrai que moi, mon discours, c'est aussi de dire, ben, faut aussi que les gens prennent conscience de l'importance des glucides, parce que si on en mange trop, c'est problématique, potentiellement sur la santé et tout. Par contre, si on n'en mange pas assez, il y a quand même des vrais impacts, quoi. Donc, il faut trouver la juste équilibre. Et comme tu le dis, de toute façon, c'est vrai dans tout, dans la nutrition, dans l'entraînement. De toute manière, parler de manière généraliste, c'est bien pour vulgariser, mais après, il faut aller dans le détail, il faut sentir. Exactement. Moi, par exemple, j'ai commencé à consommer ce qui se fait actuellement dans les années, début des années 2010, donc tu faisais peut-être pas forcément du sport, mais on était plutôt dans la logique un peu inverse, tu vois, plutôt la lipolyse à bloc. Le max à l'époque, c'était 60 grammeurs au niveau des oxydations. Et moi, j'avais compris intuitivement sur des courses de 4-6 heures, sur une course vraiment lambda où j'étais parti tranquille, donc parce que c'est un peu comme des fois l'altitude, tu vois, quand t'as pas assez de glucides, t'es fatigué. Mais souvent, t'es fatigué au bout d'un certain temps de course, donc t'associes ça, bah, je suis fatigué, ça fait 3-4 heures que je cours. Et une fois, j'avais fait une petite course de village et j'étais pas parti très vite. Et puis au bout de 3 heures et demie, un gros coup de daune. J'étais pas bien. Je me dis, c'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai pas fait un gros effort. Et là, j'avais remangé des glucides et j'avais vraiment ressenti une énergie énorme. Et la course suivante au Templier, où j'avais à ce moment-là, j'en sais pas rien, un niveau physique, on va dire entre 5 et 10, bah, j'avais réussi à finir quatrième, vraiment avec du 80-85 grammes à la fin, ce qui était vraiment des apports importants pour l'époque. Et moi, j'ai senti intuitivement sur moi, bah, ça marche de consommer pas mal de glucides. Par contre, à ce moment-là, le gut training, je sais pas ce que c'était, je m'entraînais jamais à en manger beaucoup, et j'avais une capacité naturelle à consommer beaucoup de glucides. Et ça, tout le monde l'a pas, et il y en a plein. Déjà, quand tu arrives à les amener à 50-60 grammes heure, c'est bien, parce que au-delà, ils ont des troubles gastriques à tous les coups, quoi. Merci beaucoup, Nico, en tout cas, pour ton retour. Non, mais voilà, en fait, je suis totalement d'accord avec Nico. Les deux, pour moi, aujourd'hui, il y a deux extrêmes. On sait aujourd'hui, c'est évident que l'extrême de pas en prendre assez, peut te faire entrer dans un déficit énergétique qui peut t'amener sur des problématiques de santé extrêmement graves. Maintenant, moi, ce que je questionne, c'est l'autre extrême, qui en ce moment est un phénomène de mode. Cet extrême qui est, voilà, on voit des recommandations qui sont scientifiques, de prendre 90 grammes de glucides sur les efforts de plus de 2 heures. On voit même aujourd'hui des coureurs cyclistes. Il y a beaucoup d'infos qui viennent du cycliste qui prennent 100, 130, 150 sur leurs épreuves sportives. Nicolas dit, ils ont des consommations d'énergie énormes. On parle de 353 en zone 2 pour un Pogacar, mais encore une fois, c'est du vélo. Il n'y a pas de secousse ventrale et il y a une épreuve du Tour de France. Autant que je sache, c'est une épreuve qui dure 4, 5, 6 heures. C'est pas 10 heures, c'est pas 15 heures, c'est pas 20 heures, c'est pas 30 heures, et encore moins la barrière horaire de la diagonale des fous qui est 66 heures. Et il y a de la fatigue digestive. Il y a de la fatigue digestive et ce qu'on est capable de faire sur 4, 5, 6 heures, 7 heures, 8 heures, peut-être pas capable de le faire sur 10 heures. Donc aujourd'hui, en fait, c'est pas une courbe pour moi qui est peut-être linéairement croissante. 90 grammes de glucides à l'heure pour des efforts de plus de 2 heures, ok, c'est valable jusqu'à où? Jusqu'à quelle limite? On n'a pas aujourd'hui cette limite. Et voilà, mon expérience terrain m'amène à penser que peut-être sur des efforts au-delà d'une certaine durée, au-delà d'une certaine intensité, au-delà de certaines conditions climatiques, altitude, doivent être revus à la baisse. Donc ce serait plus peut-être une courbe en U inversée qu'une courbe linéairement croissante en fonction de la durée de l'effort. Mais j'ai pas les réponses encore. Et je vais aller sur le terrain tester et espérer qu'il y ait des études solides, non biaisées, avec des échantillons représentatifs de ce qu'est l'ultra trail, qui vont pouvoir nous amener de l'information précise, non biaisée, non extrapolée, non généralisée. Mais en tout cas, c'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, on espère que cet échange sera audible pour les auditeurs et que bien sûr les extrêmes des deux côtés ne sont pas bons et que c'est souvent le fait de bien s'écouter et de trouver son équilibre personnel qui fera qu'on sera performant. Et je peux me permettre, Alex, de rajouter une dernière info avant de vous quitter. Il y a aussi un sujet, je sais plus si j'en ai parlé dans mon post, mais c'est quelque chose qui me vient là, c'est ce qu'on appelle le risque bénéfice en fait. Tu vois, si je te donne par exemple deux choix, Alex. Je te dis, bon, allez, tu vas aller faire l'UTMB, voilà. Tu as le choix entre prendre
90 grammes de glucides à l'heure, comme les recommandations le disent aujourd'hui, parce que c'est un effort de 2 heures. Par contre, à Courmayeur, à la mi-course, tu risques d'avoir la diarrhée, de vomir, d'avoir des crampes d'estomac énormes, et donc de devoir abandonner, ou en tout cas drastiquement ralentir ton allure. Par contre, tu vas avoir un niveau d'énergie fugace, c'est sûr, hein, au début, en tout cas sur la première partie. T'offres une deuxième option qui est de te dire de partir sur une stratégie de 40, 50, 60 grammes de glucides à l'heure, où tu auras peut-être un niveau d'énergie moindre, mais où tu vas limiter ton risque de problématique gastrique. Quel choix tu prends? C'est ça le risque bénéfique, parce que un ultra, ça se prépare pas en 3 jours. Ça se prépare pendant des mois et des mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, des années parfois. Et quel gâchis de venir abandonner une course parce qu'on a voulu suivre le gourou qui dit qu'il faut prendre 50 grammes de glucides à l'heure pour foncer dans l'école, quoi. Exactement, mais c'est un beau message que tu mets en avant, parce que dernièrement, moi, j'ai plutôt constaté c'est aussi pour ça que c'était intéressant de t'inviter et d'avoir ce contre-discours-là de toujours plus de glucides. C'est que moi, j'avais pu constater des connaissances sur certaines courses qui, du fait d'avoir consommé trop de glucides parce qu'on leur a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire pour performer, et ben, en fait, qui mettaient qui malheureusement ne performaient pas et se questionnaient beaucoup et avait en plus engendré potentiellement des problèmes digestifs. Mais tu l'as dit tout à l'heure, je pense que penser long terme, c'est vraiment le truc qui est super intéressant aujourd'hui. Et si aujourd'hui on met en priorité quel que soit l'athlète, le niveau, quel que soit tout ça, si on met en priorité la santé long terme et la préservation de notre santé, je pense que c'est déjà, on répond déjà à la question que tu me poses, et forcément je prends nécessairement la deuxième option, parce que on aura toujours plus de gains à être conservateur qu'à vouloir prendre trop de grises pour surperformer au risque de justement sous-performer. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas Mathieu. Juste, je voulais te faire peut-être réagir sur. On a vu que t'étais en Bretagne dernièrement, que t'es sur la côte ouest. Peut-être que t'es en préparation d'un projet aussi en lien avec l'océan. Oui, tout à fait. Ça a été annoncé officiellement aujourd'hui. Il y avait un petit embargo médiatique parce que il y avait quelques enjeux dans ce monde-là qui font qu'on pouvait pas annoncer ça comme on l'aurait souhaité. Donc voilà, c'est officiel aujourd'hui. Je vais faire une grande course de voiliers, voilà les IMOCA, là, les bateaux qui font le Vendée Globe, donc des bateaux vraiment taillés pour la course. Il s'agit d'une course qui partira de la France, là, du Havre, et qui finira en Martinique. Voilà, avant ça s'appelait la Transat Jacques Vabre, je sais plus si ça s'appelle la Café L'Or. Là, bon, c'est juste du rebranding. Et j'y vais, voilà, pour plusieurs raisons. Et l'une d'entre elles, c'est l'expérimentation. Je t'ai parlé tout à l'heure d'optimisation du potentiel humain. Je vais partir avec tout un tas d'éléments pour faire des mesures de sommeil, de pertes musculaires, de tout un tas d'éléments, parce que je suis curieux de voir comment mon corps va évoluer dans une telle aventure. Et in fine, l'idée, ça serait, pourquoi pas, dans un futur proche ou lointain, d'imaginer une saison trail en voilier. Alors, évidemment, c'est clair que c'est impossible de faire une saison trail à l'autre bout du monde, mais ce genre de bateaux sont capables d'aller très vite. Et tu peux rejoindre par exemple des destinations comme l'Espagne, les Canaries, voilà, les Açores, l'Angleterre, l'Irlande, la Norvège, en moins d'une semaine. Et je trouve que c'est intéressant de voir aussi parce que voilà, on n'utilise pas le bas du corps en fait. Donc voilà, à quel point on se fait mal sur ce genre de traversée pour évaluer la possibilité du projet. Donc quand je vais arriver sur place, je vais courir la Transmartinique, qui est un sacré chantier de 130 bornes. Et là, je serai capable de voir de manière très concrète si mon corps a pris un coup ou pas dans les semaines qui auront précédé sur la traversée de l'Atlantique. Mais si tu pars demain, peut-être que tu seras à l'heure pour la hard rock, hein. Alors la hard rock, j'irai pas en voilier, mais ce sera plutôt sur la fin d'année un projet plus automnal hivernal. Ça marche. Mais alors Didier aussi, ça faisait longtemps que tu nous avais pas fait des dingueries, donc on est rassuré de voir que tu as des nouveaux projets. Merci beaucoup Mathieu pour ton temps et ta présence. On Allez. transmettra tes réflexions à Valentin juste après, et puis on se dit à très vite. Merci. Merci l'équipe, à bientôt. Ciao. Salut Matt. On continue de parler de nutrition à l'effort. Margot, toi qui a expérimenté le long il y a 2 semaines sur l'Alsace Grand Est UTMB, raconte-nous toi un petit peu comment t'as géré ça, cette partie nutrition. Est-ce que t'avais un plan très précis en tête un grammage de glucides à respecter exactement, ou voilà, raconte-nous un petit peu comment toi t'as vécu la chose. Ouais, moi je pense que c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, mais pour le coup je suis pas non plus j'ai pas trop le temps de geeker là-dessus, donc je pense que je suis un peu rentrée dans cet effet de mode là, et je suis partie en me disant que j'aimerais tourner autour de 80 grammes de glucides par heure, ce qui est beaucoup pour une femme, parce que je crois que en tant que femme on a besoin d'un peu moins.
qu'il y a une histoire de juste de taille de corps et de que les organismes fonctionnent un peu différemment et du coup 80 en fait pour une femme c'est peut-être un peu beaucoup. Et je l'avais testé au Ventoux. Donc sur 50 bornes, 5 heures d'effort et c'était hyper bien passé, il y avait eu aucun souci donc je me suis dit que je partirais sur la même chose en Alsace. Et après bon, j'ai pas grand-chose à raconter, ça s'est hyper bien passé, ça a tenu, j'avais pas trop de d'interrogations sur ma capacité à gérer ça parce que à l'entraînement ça a jamais été un problème. Ouais, à l'entraînement c'est pas un problème ni sur mes sorties longues ni sur mes intensités. Donc j'ai pris ouais bah des gels, que des gels. J'avais des compotes sur les ravitaux. Je m'étais fait des petites boules de riz au cas où j'avais des potes qui font de l'ultra qui m'ont dit que ouais le sucre au bout d'un moment ça peut écœurer. Il faisait chaud et tout en plus et en fait non les gels c'est très bien passé tout le long. Des gels et puis de la boisson, une flasque de boisson, une flasque d'eau tout le temps pour pouvoir un peu se rincer la bouche et j'ai tout mangé, il y a eu aucun souci, je me suis hyper bien hydratée, je suis allée pisser plusieurs fois sur le parcours donc je pense que il y a vraiment eu aucun problème d'un point de vue hydratation et nutrition. Et même, moi, j'étais un peu ballonnée le soir et tout, mais le soir, je me suis tapé des gros sushis avec mes potes et il y avait aucun souci. Donc, pour moi, ça marche. En tout cas, il n'y a pas eu de contre-indication là-dessus. Est-ce que c'était un jour de chance ou pas, je sais pas. Mais ouais, j'étais pas dégoûtée du sucre. J'étais pas dégoûtée des gels. J'avais pas trop envie de manger de solide. C'est le seul truc que je me suis noté. Juste, tu t'étais quand même préparé à l'entraînement à assimiler tous ces gels-là et à avoir une quantité quand même suffisante de glucides sur tes entraînements? Ouais, quand même. Ouais, je fais quand même vraiment attention à l'entraînement. Je sais pas à combien je suis, mais je pense que je mange, quand je suis sur mes sorties longues, je mange au moins 2 gels par heure, donc, et que de l'eau. Donc, en vrai, 50 grammes presque par heure sur les sorties longues et intensité. Je fais pas la différence entre les deux, parce que, je sais pas, je me suis pas assez penchée sur le sujet, je pense. Et ça, c'est toujours très, très bien marché. Enfin, ça a toujours très bien marché. Après, il y a des jours, en fonction de si, bah, avant mes règles, typiquement, j'ai beaucoup plus faim, mais je me sens un peu ballonnée. Du coup, genre, ça dépend de mes sensations aussi. J'ai envie de dire, il y a des jours où ça passe moins bien et du coup, j'en prends moins et puis du coup, ça va. Et puis, il y a des jours où j'ai la méga dalle, où je sens que je me sens un peu faiblarde et tout et que j'ai besoin de manger plus, je mange plus et c'est bon, quoi. Mais Ok. en général, j'essaye quand même ouais, de bien manger. Ça me fait hyper peur, ces trucs de raidesse et de perdre ses règles et tout machin, donc j'essaie vraiment de faire gaffe autant à l'entraînement qu'à la maison, de manger assez. Moi je suis persuadée qu'il vaut mieux avoir quelques kilos en trop et te sentir trop bien dans ta peau, dans ta vie, dans ton sport et tout, et avoir assez d'énergie pour vivre, pour tes entraînements, pour kiffer la vie et tout, et que d'être peut-être à ton poids, un tout petit peu en dessous de ton poids de forme et tout. Moi je suis sûre que sur le long terme tu perds trop, quoi, et voilà, ça, je suis vraiment persuadée de ça. Donc, manger à l'entraînement, manger à la maison et tout, c'est hyper, hyper important pour moi. Ouais, je te rejoins à fond là-dessus. Théo, toi, comme Nico, t'es confronté à des athlètes au quotidien qui doivent te poser des questions et sur l'entraînement bien sûr, mais aussi sur la nutrition. Toi, si tu devais faire un petit résumé global de ce que tu constates chez tes athlètes en termes d'importance qu'ils donnent à la nutrition, quel constat tu ferais? Alors c'est la question est vaste et puis on a quand même balayé pas mal de sujets. Alors quand j'ai entendu le début du sujet, j'étais là, ouais non mais en fait au-dessus de 100 à 150 grammes par heure, les amateurs, il y a personne qui fait ça. Et effectivement, j'ai bien aimé le fait de parler d'une courbe en U, où moi j'appelle ça un peu le sweet spot, que tu peux retrouver entre 60 et 90 grammes, où en gros la balance bénéfice-risque, elle est plutôt équilibrée. En dessous, ça paraît pas assez. Au-dessus, ça peut paraître risqué pour certains, en tout cas pour ceux qui sont pas entraînés, et quitte à faire voilà un blocage digestif au bout de quelques heures de course. Voilà, et puis moi je me retrouve souvent avec des athlètes, hein, je leur dis mais en fait au début du suivi je leur dis mais tu manges quoi, et tu vois ils sont à 20-30 grammes par heure et c'est déjà le bout du monde et c'est compliqué. Donc déjà pour certains c'est un combat. Il y en a une là, dont je pense à elle, j'ai mis 1 an et demi à l'entraînement lui dire tu manges. On a testé des trucs, elle a été écœurée par certaines
marques, par certains produits. Et maintenant, quand elle mange 50 grammes, c'est une victoire. Donc, parler du 100 ou du 150 grammes, moi, ça me paraît encore un petit peu lunaire. Donc, souvent, j'encourage vraiment à manger entre 60 et 90 grammes. Et aussi, le truc qui est très important, c'est de se servir des courses pour approfondir un petit peu ses connaissances et aller dans l'individualisation. Ton plan s'est bien passé, et bah garde-le pour la prochaine course qui sera peut-être du même format. Par contre, si ça se passe pas bien, et bah va consulter un nutritionniste, et auquel cas, bah moi je réfère beaucoup auprès de spécialistes, parce que bah moi j'ai des conseils voilà, d'entraîneurs, de kiné. J'ai fait une formation dans kiné du sport, il y a des petits tips sur la formation. J'ai fait la formation de Valentin Lacroix là, sur Nolio, mais c'est enfin voilà, je suis pas du tout diplômé dans ce monde-là, donc clairement, en fait, quand vous avez des questions, quand vous avez besoin de vous référer à des trucs précis, bah allez voir des pros de santé qui sont spécialisés là-dedans, ça c'est clair. Et puis moi je me pose un petit peu la question personnellement de tu vois bah en fait ouais tu t'envoies de la boisson, tu t'envoies des gels, de la compote, voilà etc. Et moi je ressens personnellement un besoin de manger du solide et surtout du salé quand je suis à plus de 8 heures d'effort, quand ça tend vers l'ultra. Et c'est là la question un peu que je me pose aussi, c'est de se dire est-ce que des fois faut pas conserver quand tu es sur de l'ultra et de l'intensité basse certains vrais repas. Par exemple t'arrives je sais pas entre midi et 14 heures, bah t'as la dalle et t'as envie de manger un truc salé et solide. Est-ce que c'est important de conserver ça ou pas? Bah ça, il faut que j'explore encore la question. Voilà, et puis c'est aussi important, je pense, la capacité à improviser parce que bah potentiellement tu fais ton plan sur une course de 20 heures, tu dis bah voilà, je vais manger tel gel, tel compote, et en fait il va faire chaud, il va faire froid, tu vas être stressé, tu vas éclater peut-être tes chronos dans un bon ou dans un mauvais sens, et du coup tu as besoin d'improviser, d'être capable de changer les produits, de changer bah peut-être aussi le grammage par heure, et voilà, il n'y a pas aussi que le grammage par heure qui est à prendre en compte. Il y a aussi, bah, tu peux prendre en compte les calories, tu peux prendre aussi le sel. Enfin, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. Et il faut pas le réduire que au gramme par heure, même si c'est un truc qui est évidemment central. Voilà. Et puis, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. C'est un sujet assez vaste. Et en tout cas, il faut pas s'inventer nutritionniste quand on ne l'est pas. Et surtout, il faut se référer en cas de questions précises et surtout en cas de problématiques importantes, notamment en cas de déficit énergétique. C'est vraiment le truc qu'il faut faire, c'est consulter absolument. Micro truc à rajouter, ça paraît tout con, mais faut vraiment se brosser les dents quand on rentre de ses sorties. Ma maman, elle est dentiste et putain, c'est vraiment, vraiment hyper mauvais pour les gencives et tout. Ça attaque vraiment l'émail des dents et on se fait... Enfin, sur ce point-là, c'est quand même assez clair que c'est mauvais. Et même si genre on reprend un repas 2 heures après, faut vraiment se brosser les dents direct après. J'espère que c'est intuitif pour tout le monde, mais voilà. Ce sujet est tellement intéressant qu'on est déjà à plus d'une heure d'épisode. Les amis, on va se garder Valentin Lacroix pour un prochain épisode. Peut-être qu'on se fera un gros hors-série avec lui parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire et ce serait super qu'on puisse traiter le sujet encore plus en profondeur. On va se garder Valentin de côté et puis on vous promet soit un prochain épisode, soit un hors-série exceptionnel avec Valentin très rapidement. Mathieu, on t'a pas trop entendu depuis le début de l'épisode. Je le disais en intro, t'as fait un réel Insta sur le gut training. Je crois que t'en avais déjà parlé aussi dans l'une de tes vidéos YouTube. Toi, tu te situes comment un peu par rapport à ça, par rapport au grammage de glucides assez exorbitant qu'on entend aujourd'hui? T'as été l'un des premiers dans le podcast à parler de David Roche qui nous fait des dingueries à 150 grammes de glucides sur 7 heures d'effort. Toi, le gut training, c'est quelque chose que tu fais souvent et comment t'as mis ça en place au fur et à mesure de ta pratique? Ouais, perso, j'ai la chance d'être quand même assez peu soumis aux problèmes digestifs face à des grosses doses de glucides. C'était quelque chose qui a été assez naturel chez moi ça fait quand même pas mal d'années où j'ai pris conscience de l'importance de bien s'alimenter en course, à quel point ça peut augmenter la performance. Donc je pense que vers 2021, c'est là où j'ai commencé à vraiment augmenter les doses de glucides. C'est vrai que avant j'étais un peu plus dans le dogme. Faut travailler au max à lipolyse, faut être super adapté, comme ça sur le long on peut avoir les graisses qui nous alimentent, etc. Puis si on prend des glucides en course, là le corps il a encore une nouvelle énergie comparée à d'habitude, on peut encore vraiment s'entraîner. Et je pense que être dans ce point de vue là, j'étais un petit peu aussi dans l'extrême malheureusement, et ça m'a coûté quand même
pas mal la forme peut-être sur certaines saisons, dans le sens où j'ai peut-être traîné quand même un déficit calorique sur quelques années. Ça reste assez possible. Et du coup, maintenant, c'est vrai que je suis un peu dans l'autre côté. Et j'ai la chance d'être quand même pas mal adapté aussi là-dessus à l'assimilation des glucides. Donc moi, quand je dis grosse dose, ça reste autour de 100 grammes heure. C'est vrai qu'en trail, c'est vraiment compliqué d'aller au-dessus. Sur une CCC, j'avais un plan qui était assez ambitieux autour des 100 grammes heure. Et c'est vrai que sur la fin de la course, j'ai quand même eu un petit peu mal au ventre. Je pense pas que c'est ça qui m'a énormément ralenti, puisque j'avais aussi quand même des grosses douleurs musculaires, et je pense que c'est plutôt ça qui m'a ralenti. Mais toutes les gènes qui s'accumulent, moi il y en a, c'est quand même mieux pour la performance. Donc c'est pour ça que j'explique aussi que moi je fais ça, mais qu'il faut quand même beaucoup s'entraîner. C'est pas donné à tout le monde d'être capable d'assimiler 100 grammes de glucides par heure, et même si ça permet d'avoir une meilleure récupération au quotidien quand on s'entraîne beaucoup, d'avoir des meilleures performances sur les courses. Moi, je dis que je fais ça, mais c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis aussi, il faut s'entraîner, il faut tester, parce que vraiment, le bénéfice-risque, il est là. Il faut vraiment peser le contre et le pour. Et il faut vraiment s'entraîner à l'entraînement avant de se lancer sur un truc en course. Et aussi tester les produits, même si forcément, ça a un coût. Tester quand même les produits qu'on va utiliser en course à l'entraînement. Donc, c'est un petit peu ça que j'ai envie d'expliquer sur que je dis de faire du gut training. Après, récemment, j'ai écouté un podcast qui était sur ce sujet-là de l'entraîneur américain Jason Koop, le Koopcast. Donc là, ça fait peut-être un mois ou deux que cet épisode est sorti, on pourra le mettre en description. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pour vraiment augmenter sa capacité à assimiler des glucides, il y avait des dernières études, et là, il y avait une nutritionniste spécialisée dans le podcast. C'est en anglais, c'est pour les anglophones. Je me suis rendu compte que pour vraiment arriver à augmenter le taux horaire qu'on peut prendre, il faut vraiment le faire 4-5 fois par semaine sur la plupart de ses entraînements, sur des très hautes doses. Et c'est sûr qu'en fait, pour arriver, et il y a aussi la question de sur combien de temps on arrive à maintenir cette adaptation. C'est quelque chose qui se perd aussi. C'est comme l'entraînement musculaire. C'est pas on fait 3 entraînements à 150 grammes heure et maintenant on est capable, ou 3 entraînements Théo, et puis maintenant on est capable et on n'aura pas de problème sur la suite. C'est comme l'entraînement, c'est quelque chose de fond. C'est quelque chose qui se perd aussi si on s'entraîne pas beaucoup. Donc c'est sûr que ça aurait été génial d'avoir Valentin pour nous en dire un petit peu plus, mais malheureusement on va pas avoir le temps et lui il va pas pouvoir venir là. Donc c'est sûr qu'il faudra refaire un épisode. Il y a énormément de questions sur ces sujets, mais comme tu le dis, moi j'ai aussi poussé sur le gut training pour expliquer aux gens qu'il faut s'entraîner, qu'il faut tester pour éviter d'avoir des problèmes digestifs en course. C'est ça le gros problème quand on se met à manger trop de glucides d'un coup. Et c'était aussi il y a forcément une part aussi commerciale là-dedans, puisque moi je travaille avec NAC, qui est mon sponsor nutrition. Ils ont sorti une nouvelle gamme qui est quand même orientée pour essayer de pousser sur plus de glucides. Et donc, c'était aussi le bon moment d'en parler. Forcément, ça influence aussi. Il faut être transparent là-dessus. Du coup, on va pouvoir passer rapidement quand même à l'instant auditoris qu'on vous avait promis en début d'épisode. Parce qu'on a Idriss qui est avec nous et on va pouvoir le faire réagir. Ça se trouve, Idriss, depuis tout à l'heure, tu te dis mais de quoi il parle? C'est quoi ce grammage de glucides par heure? C'est des quantités astronomiques, etc. Du coup, l'intérêt de t'inviter, c'était justement d'avoir ton regard un petit peu de trailer amateur qui connaît pas forcément le haut niveau, ou en tout cas qui s'y intéresse pas comme nous on peut s'y intéresser. Déjà, comment ça va? Juste avant de réagir à ce que je viens de dire, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire quel trailer es-tu? Salut tout le monde. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. J'écoute tous les épisodes. Du coup, c'est marrant de passer un peu de l'autre côté de l'écran ou de l'autre côté des écouteurs. Ça dépend sur quoi vous écoutez. Du coup, je m'appelle Idriss. J'habite à Grenoble. Je fais du trail depuis 3-4 ans, on va dire. Du coup, comme tu as dit, j'ai une pratique purement amateur, hein, du trail. Même si je m'entraîne quand même pas mal, et puis j'essaie un peu de structurer ma pratique, on va dire à mon échelle, quoi. Puis j'essaie de planifier ma saison correctement, et puis j'ai un entraîneur depuis cette année qui se prénomme Théo Robin, le meilleur kiné de France. Bien sûr. Tu l'as pas encore dit, Alex, dans cet épisode, donc je me permets. Faut arrêter avec. Donc il me fait la prog, là depuis la fin de l'hiver. Et du coup, là, comment tu sens un petit peu comment t'es là depuis le début de l'échange qu'on a eu avec Mathieu. Toi, la nutrition, est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte depuis que tu as commencé, ou c'est venu au fur et à mesure et tu te rends de plus en plus compte que c'est vraiment hyper important pour, au-delà de la performance, pour surtout vivre correctement ses courses? Ouais, depuis que j'ai commencé, j'entends un peu cette histoire de glucides, quoi. C'est un peu un bruit de fond qu'on entend de partout, quoi. Du coup, avant d'avoir vraiment une pratique, on va dire encadrée, je faisais
je consommais des glucides, mais sans avoir vraiment un grammage particulier par heure imposé, etc. C'est plus depuis que Théo m'entraîne que j'essaie de faire du gut training un peu plus sérieusement. Donc ouais, avec des grammages définis, une stratégie de nutrition pour les courses, etc. Donc là, par exemple, j'ai fait une course samedi, j'étais à 75 grammes par heure. Et franchement, je me suis bien senti. J'avais un bon niveau d'énergie tout du long. Avant, à l'entraînement, pendant les sorties longues, j'avais un peu du mal à finir les sorties. Des fois, j'avais des fringales, etc. Et c'est plus du tout le cas depuis que je consomme des glucides de manière un peu plus carrée. Par contre, ouais, par rapport à ce qu'a dit Mathieu Blanchard. Je pense que c'est vrai que c'est légitime de se poser des questions sur la santé quoi à long terme par rapport à l'ingestion de glucides. Après, je suis pas sûr que pour le monde amateur, on est vraiment très concerné par ce dont parlait Mathieu. Comme disait Nico et puis Théo, le monde amateur, au final, il y a vraiment très peu de gens qui dépassent 50 grammes par heure, quoi. Donc je pense que c'est quand même plus productif de pousser les gens à s'alimenter et à augmenter leur rapport glucidique, que ce soit pendant les courses et puis que ce soit aussi de façon générale, quoi. Parce que déjà samedi sur la course, j'en ai vu quand même pas mal sur le bas-côté qui avait mis le clignotant, et je pense il y avait aussi la chaleur qui a joué, mais je pense que c'était aussi lié au fait que les gens ils consomment pas assez de glucides. Et puis et puis ouais, on l'a aussi dit, enfin Nico il en a aussi parlé par rapport au volet économique, c'est quand même assez cher. Donc pour le monde amateur, c'est quand même, on va dire que c'est une pierre à ajouter en plus sur une pyramide importante, pyramide économique, hein, financier quoi, sur le prix des dossards, des déplacements, etc., etc. Donc c'est quand même aussi à prendre en compte, je pense. Donc voilà. Puis ouais, pour finir aussi, je trouve ça bien qu'il y ait pas une règle, enfin, que la science, ok, elle définit 90 grammes par heure sur des efforts de 2 heures, mais que ce soit pas, voilà, que ce soit pas une règle pour tout le monde, et que chacun doit tester ce qui lui convient, etc. Je trouve ça bien, quoi. C'est ça qui fait aussi la beauté de ce sport, c'est qu'on faut tester, se tromper, trouver pour que chacun trouve une stratégie qui lui va bien, quoi. Merci Idriss. Juste pour rebondir et pour donner des petits conseils à nos auditeurs sur la boisson, c'est quand même assez basique, hein, la plupart des boissons du commerce. En gros, très souvent, ils mélangent du fructose et de la maltodextrine. Et ça, pour ceux qui ont envie de faire leur propre boisson, ça coûte pas très très cher. Vous commandez une malto de qualité, vous prenez du fructose et puis vous mélangez. En plus, ça a l'avantage de permettre de doser votre boisson avec les ratios qui vous conviennent en fonction des objectifs que vous avez. Et ça reste beaucoup plus accessible que les boissons du commerce quand c'est très basique comme ça. Et notamment certaines boissons qui sont très chères où en plus il y a très peu de micronutriments, de vitamines qui sont rajoutés. C'est vraiment juste de l'énergétique, et ça, c'est vraiment facile à faire. Vous pouvez rajouter un peu de sel pour le sodium selon les conditions de température. Et c'est souvent, on le fait pas un petit peu par flemme, je pense, mais c'est une vraie solution pour baisser son coût quand même. Ouais, c'est sûr. Je le fais pas, comme tu as dit, je pense que si je le fais pas, c'est par flemme, mais c'est vrai que c'est niveau économique, je pense qu'il y a rien qui peut battre ça, hein, c'est sûr. Ouais, c'est intéressant ce que tu soulèves, Nico. Moi, juste pour parler de mon expérience, c'est vrai que c'est ce que je faisais vraiment au tout début, où moi je faisais même. Alors, c'est difficile de calculer. Je calculais pas du tout mon grammage de glucides, mais c'est vrai que je faisais mes petites boissons maison où je mettais sirop d'agave, jus de citron, et je mélangeais moitié ceinture, moitié eau, et puis je faisais ça à toutes mes courses, des souvenirs que j'en ai, ça s'est toujours très bien passé. Donc, effectivement, au-delà de la partie économique, c'est aussi
maîtriser ce qu'on met dans notre corps à travers des boissons maison. Donc effectivement, c'est pas très compliqué à faire. Vous pouvez retrouver des recettes en ligne très faciles à faire. Donc ça peut être effectivement un bon compromis à trouver. Idriss, tu restes avec nous pour les actus? Bien sûr, pas manquer ça. Allez, par contre, il y a juste Margot qui va devoir nous quitter. Margot, juste avant de partir, est-ce que tu nous ferais pas ta petite reco? Ouais, moi je voulais vous parler cette semaine d'un compte Instagram qui s'appelle Archived Dreams. On mettra le compte dans la bio. C'est un compte Insta qui reprend un peu toute l'actualité artistique d'aujourd'hui et d'avant. Il y a un gros travail de recherche qui est fait. C'est hyper bien trié. Il y a pas trop d'infos. Il y a juste ce qu'il faut. Et c'est vraiment intéressant. Il y a des projets hyper cool qui sont mis en avant. Donc voilà, ça permet un peu de sortir la tête du trail et ça fait du bien parfois. Top, merci Margot. Et puis on se retrouve dans 2 semaines. Ouais, salut les gars. Salut Margot. Allez, on va pouvoir enfin passer aux actus. Promis, on va pas être trop long, mais il s'est encore passé pas mal de choses ces 2 dernières semaines qu'on est obligé de vous raconter. Comme Zegama, où on a pu malheureusement ne toujours pas assister à la première victoire française chez les hommes. Même si on avait peu d'espoir que cela arrive, on a pris un pied fou à suivre Thomas Cardin se balader dans les premières places durant une bonne partie de la course, avant de lâcher un peu de lest suite à un coup de chaud et reculer à la 13e place pour finalement terminer 6e pour sa première en terre basque. Un grand bravo à lui. À noter chez les femmes, la 12e place et place de première française pour Julie Lelong. Et la seule française à ce jour qui a remporté cette course mythique, et comme je l'ai dit, c'est une femme, et c'est Corinne Favre qui l'a fait 3 fois en 2005, 2007 et 2008. Le meilleur résultat récent chez les hommes remonte à la 3e place de Thibaut Barognan en 2019, la même année où Amandine Ferrato avait elle aussi terminé 3e. Allez, on vous rappelle quand même les 2 vainqueurs qu'on va féliciter, Elouzine Elazzaoui et Sarah Alonso. Mention spéciale au Marocain qui semble être un des seuls à avoir réussi à enchaîner les 2 manches des Golden à un excellent niveau puisque tous ses adversaires semblaient s'être préparés spécifiquement pour une seule des 2 courses. Bravo Elouzine, solide. Allez, on part sur le gros événement du week-end dernier avec la Maxi Race qui cette année, on peut le dire, était bien moins attractive à suivre que l'an passé, en raison certainement d'un calendrier chargé en cette période, mais je crois aussi d'un manque de lisibilité au niveau des formats. Je comprends pas bien pourquoi ils ont voulu absolument augmenter les distances et avoir un format 100 km qui, pour le coup, pour connaître un petit peu le parcours, ne rajoute rien d'intéressant au format phare de l'époque qui faisait 85 km et qui était du coup 2 heures moins long en termes d'effort. Et du coup, je pense que ça a refroidi quand même pas mal d'athlètes de venir se confronter à un format aussi long. Malgré tout, 2 très beaux vainqueurs sur le 100 km avec Hugo Deck et Magali Melon, les 2 favoris au départ qui n'ont pas tremblé. Et du coup, la densité cette année, elle était plutôt à aller chercher sur le 60 km du dimanche qui reprenait le parcours des Europes de l'an passé. Antoine Charvolin, passé à 100% professionnel en début de saison, semble avoir fait le bon choix puisqu'il claque de nouveau une très grosse perf en remportant la course devant un très bon Gauthier Bonnecarrère, le Pyrénéen, partenaire d'entraînement de Ben Diman et Mathieu Simon, 9e de l'UTMB l'an passé et 9e des Templiers. Théo Détienne, lui, après son interlude marathon, s'empare de la 3e place et semble déjà bien en canne. Très encourageant pour le 90 du Mont Blanc dans un mois. Chez les femmes, c'est Ruth Croft, après son abandon sur la Transvulcania et en prépa, elle aussi pour le 90 du Mont Blanc, qui a fait parler la foudre en s'imposant en patronne, 15 minutes devant la Russe Ekaterina Metiaeva et 26 minutes devant la Française Anna Mazel. Et pour terminer, un petit clin d'œil au format court de cet événement, la Short Race, où on a pu assister à une énorme perf de Florian Moméa du team Outdoor Paris. Vous les avez sûrement déjà vus sur les trails avec leur maillot jaune distinctif. Ils ont d'ailleurs changé leur couleur cette année, ils sont désormais en violet. On y connaît notamment Thomas Balabo ou encore Yann Guterman. Et désormais, même si on l'avait déjà vu apparaître dans quelques résultats et notamment une très belle 20e place au marathon du Mont Blanc l'an dernier, on connaît désormais Florian Moméa qui vient de remporter la Short Race devant nul autre qu'Hassan Chadi, Gédéon Pocha, Anthony Felbert, Yves Eloury et Daniel Ossens. Plutôt propre. Mathieu, toi qui l'as vu dans la descente juste avant l'arrivée, apparemment ça allait vite, non? Ouais, ça allait quand même relativement vite. Après, c'était pas hyper impressionnant puisque le chemin là où je les ai croisés, c'était une piste large à ce moment-là. Le 16 km descendait par une partie plus roulante, mais le gars avait quand même encore assez de lucidité pour lever les yeux et d'aisance pour me lancer un petit salut Mathieu qui m'a fait plaisir. Je me suis demandé sur le moment qui était ce gars au milieu des noms qu'on a l'habitude de voir à l'avant des courses. J'étais surpris de le voir sortir Gédéon et Hassan en effet.
Et puis rappelons quand même qu'Anthony Felbert qui termine 4e était pour sa part plutôt en contrôle sur la montée avec une séance de seuil. Et puis il a quand même fait la descente à bloc qui lui a permis de remonter à une 4e place. Et chez les filles, Alex, tu avais noté la très belle victoire d'Anaïs Guillot chez les femmes avec autorité puisqu'elle a gagné avec plus de 4 minutes d'avance sur Holly Page et 5 minutes sur Sophie Lerner. Yes, allez, la suite des résultats pêle-mêle. Après sa rentrée de dernière minute réussie sur le 80 km du Grand Raid du Ventoux, où il avait pris la 3e place derrière Ben Diman et Baptiste Chassan, Thibaut Garivier a remporté le Marathon du Chartreuse Trail Festival, un format de 47 km et 2900 mètres de dénivelé positif, de bon augure, là aussi pour le 90 du Mont Blanc dans un mois, où il retrouvera celle qui, sur le même événement, a remporté nul autre que le KV, terminé 3e du Sky Trail, un format 20 km, et a remporté aussi le Marathon. Julie Roux, qui a réalisé un beau bloc de 78 km et 6000 mètres de dénivelé en 3 jours. Nicolas Mazioui et Mathilde Sagne ont eux remporté la Périgourdine à Sarlat, une manche du challenge national de trail de la FFA, format moyenne montagne. Dénouement du challenge sur le format court début août à l'occasion de la dernière manche qui sera un format haute montagne du côté du Méribel Trail. Adeline Martin, elle, toujours en pleine forme, qui remporte facilement le 42 km du Pilat Trail chez elle dans la Loire. Notre pote Fleury Roux, lui, qui termine 3e de ce même format, remporté chez les hommes par Benjamin Romeillet. Alors que dans le même temps, Loïc Roland et Julie Philippono ont remporté le 80 km en relais au scratch. En Auvergne, Marion Delespierre retrouve les joies de la victoire en s'imposant sur le format 46 km de la Volvic Volcanic Experience avec une belle 7e place au scratch. Alexandre Melleux a remporté la course chez les hommes. Une autre victoire chez les Melleux avec Quentin, le frère international français en course en montagne qui, après un périple italien au Trofeo Nasego, a remporté lui le 24 km, alors qu'Ophélie Launay l'a emporté chez les femmes. Yannick Noël, lui, a survolé le 111 km couru à presque 12 km/h de moyenne. Certes, c'est roulant dans les puits, mais la perf est très solide puisqu'il claque 26 minutes à Rachid El Morabiti. Petite dédicace au passage à Louis Sorin, qui habite tout proche de chez moi et avec qui j'ai partagé une course cet hiver, qui termine lui 3e. Victoire d'Agathe Théier-Magot chez les femmes devant Maol de Granier et Manon Campano du team Merel. Tanguy Warin, lui, a posé le nouveau record officieux de la traversée de 224 km allant du Lioran dans le Cantal à Volvic dans le Puy-de-Dôme en 29h31. C'est 2h18 de mieux qu'Alexandre Bouchex à la casquette verte qui, tant s'était pas perdu l'an passé. Une belle revanche pour Tanguy après son abandon de l'an dernier. Petit clin d'œil aussi au vainqueur du 80 km de cet événement auvergnat, Aurélien Jacoutot, qui est aussi encadrant accompagnateur en montagne chez Trails in France, l'agence référence dans l'organisation des stages de trail dont nous vous avions parlé dans l'épisode 19. Mathieu, j'en ai fini avec les résultats. Est-ce que tu nous parlerais pas un petit peu des news FKT qui ont eu lieu récemment ? Et oui, FKT, on le rappelle, pour ceux qui n'auraient pas écouté le dernier épisode, ça veut dire Fastest Non-Time. On a d'abord vu un nouvel ovni qui a atterri le week-end dernier sur la planète Trail. Il nous vient à la base du roller de vitesse et ça fait quelques années qu'il s'était mis au trail. Il était un petit peu passé sous les radars, même s'il avait quand même fait des bons résultats au niveau nationaux. Et là, il vient récemment de redéfinir les limites humaines sur l'endurance en verticalité. Il avait quelques très bons résultats, comme je vous l'ai dit. Mais là, le trailer vosgien de 32 ans a pulvérisé le record du monde de dénivelé positif en 24 heures, qui, on le rappelle, se fait en montée, mais aussi en descente. Il faut monter et descendre autant de fois qu'on veut une bosse. Lui, il a choisi une bosse de 66 mètres de dénivelé dans les Vosges pour aller atteindre un total de 21 134 mètres. Donc, un exploit qui remonte la marque de plus de 2500 mètres d'un coup. Donc là, on est vraiment passé sur une autre dimension. Je pense que ça va refroidir pas mal de monde, mais on aimerait voir quand même les tout meilleurs du monde en ultra aller se confronter à ça. Pourquoi pas un Kylian, lui qui avait voulu tenter les 24 heures sur piste. On est curieux de voir jusqu'où peuvent être repoussées les limites humaines, mais là, un bon cap a été franchi quand même. Allez, on termine rapidement avec 3 petites news. Vous l'avez sûrement vu passer, Jim Wamsley rejoint Hayden Knox dans la liste des absents de la prochaine Western States, annoncé comme le combat du siècle sur la course masculine. On perd déjà 2 éléments forts, si ce n'est les plus forts. L'ITRA qui a organisé le 1er juin le Women's Trail Day visant à démocratiser la pratique du trail chez les femmes et j'ai pu voir Easy Channel, chargé de communication à l'ITRA, qui a déclaré sur le site de Milestone: nous venons de mener une étude sur la place des femmes dans le trail à laquelle 3000 femmes ont participé dans le monde. Les raisons pour lesquelles elles ne participent pas sont diverses, mais en premier lieu, elles tiennent au manque de facilité sur les courses, garde d'enfants, produits hygiéniques, vestiaires ou toilettes dédiées, mais également au message. On entend souvent parler de défis ou de repousser ses limites. Ce ne sont pas forcément des thèmes qui parlent aux femmes. Voilà ce qu'elle a dit pour la newsletter de Milestone. C'est toujours intéressant de prendre du recul sur ce sujet et d'avoir des explications concrètes sur le pourquoi les femmes sont encore moins présentes que les hommes sur les trails pour pouvoir trouver des solutions ensuite. Et puis enfin, on a appris que 8 Mont Blanc diffusera les championnats du monde de trail à Canfranc du 25 au 28 septembre. Peut-être que tes parents, Mathieu, pourront te voir à la télé.
Ah, s'il me voit à la télé, ce sera sûrement plutôt en train de courir derrière les athlètes officiels de l'équipe de France pour filmer, comme je l'avais fait en 2023, où j'avais pas mal accaparé le live en criant et en encourageant les athlètes, notamment avec toi, Alex. Mais j'espère que si je fais des très bons France et que le sélectionneur pense que j'ai ma place en bleu, blanc, rouge, qu'ils feront le déplacement pour venir voir ça de leurs propres yeux. Et je vais terminer ces actus avec un petit tour du côté de Chamonix. On vous avait parlé la semaine dernière des records féminins au Mont Blanc, et bien cette année, c'est les hommes qui s'en sont donnés, enfin, ces 2 dernières semaines, ce sont les hommes qui s'en sont donnés à cœur joie du côté de Chamonix pour faire l'aller-retour église sommet de Chamonix. Donc on a d'abord vu le français Benjamin Védrine, l'alpiniste, poser un temps de référence en course et ski. Le record de 4h54 minutes établi par le français n'aura malheureusement pas tenu longtemps, à peine 7 jours, puisque le 31 mai, l'Italien William Bofelli a écrit une nouvelle page dans l'histoire de l'alpinisme de vitesse en signant un temps qui semble vraiment extraordinaire, 4h43. William Bofelli, skieur alpiniste italien, est parti à 5h45 depuis l'église de Chamonix. Il a fait le choix d'un départ un petit peu plus tôt que Benjamin Védrine pour avoir des conditions différentes. Et puis il a aussi opté pour une variante sur le haut du parcours. En tout cas, le Mont Blanc fond, mais les records continuent de pleuvoir. Super Mathieu, on va pouvoir passer à notre dernière rubrique de l'épisode, vous en avez l'habitude. Nos recos de la quinzaine, Idriss, notre auditeur, est toujours avec nous. Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à une petite reco pour l'épisode? Ouais. J'ai réfléchi à une petite reco. Moi, je regarde pas mal de contenu d'entraînement, donc ça va être une reco entraînement. C'est de contenu de Rémi Rivet. Je pense que vous le connaissez tous ici. C'est un entraîneur de triathlon. Il fait aussi pas mal, je trouve, il fait aussi pas mal de contenu sur le trail maintenant. Du coup, je suis abonné à sa newsletter depuis pas mal de temps et je trouve que c'est vraiment intéressant pour comprendre la physiologie. Je m'en servais quand j'étais pas encore entraîné par Théo pour faire un peu mes entraînements parce que en plus de vulgariser, il vulgarise, on va dire. C'est quand même assez pointu, mais ce qui est bien, je trouve, c'est qu'il donne aussi des modalités d'entraînement, des exemples d'entraînement. Donc je m'en servais pas mal pour m'entraîner et puis maintenant que Théo fait ma prog, je m'en sers aussi pour comprendre pour comprendre les adaptations et la programmation quoi des entraînements. Théo, justement, ta reco de l'épisode? Ouais, moi j'ai beaucoup aimé un épisode de podcast où c'est Jean-Marc Jancovici qui est reçu par Mathieu Stéphanie sur le podcast Génération Do It Yourself. Je dois l'avouer, je suis toujours impressionné par les réflexions constructives qui sont étayées par des chiffres concrets. Et cet épisode, c'est 2h50 d'échanges et de débats intéressants puisqu'en face de lui, Mathieu Stéphanie, lui, il est habitué à recevoir de gros entrepreneurs qui sont souvent dans une quête de un peu de croissance infinie, notamment économique. Et c'est un sujet qui touche à la politique, ça c'est sûr. Mais je suis content qu'on arrête de parler uniquement de principes et qu'on parle avec des chiffres objectifs et que ça prenne en compte les limites scientifiques et physiques de ce monde parce que tout n'est pas expansible. Et donc n'hésitez pas à l'écouter sur vos prochaines sorties longues ou lors de vos trajets. Normalement, il y aura un petit post qui devrait vous mettre le lien qui devrait sortir dans les prochains jours. Je plus sois cette reco que j'ai écoutée dans le train du retour de la Maxi et Jean-Marc Jancovici l'explique de façon hyper claire et structurée que l'on vit dans un monde avec des limites physiques et que les lois de la physique sont supérieures à toutes les lois de l'économie et de la croissance, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais en tout cas, la seule issue de ce qu'on est en train de vivre, c'est forcément la décroissance, qu'elle soit décidée volontairement maintenant ou subie dans un avenir très proche. Mais rassurez-vous, c'est pas forcément un épisode de podcast qui va vous rendre encore plus éco-anxieux. Jean-Marc Jancovici et ses équipes, ils sont pas là uniquement pour faire des constats alarmants, mais aussi pour essayer de proposer des plans de transition. Je vous laisse écouter pour tout comprendre. Et de mon côté, ma petite reco, ça va être l'association Savoyard Solidarity Trail Runners qui m'avait contacté il y a quelques mois pour me parler de leurs activités et j'ai pu leur ramener quelques paires de chaussures et d'affaires pour les aider la semaine dernière. Donc c'est une association qui récupère du matériel de trail et d'outdoor pour aider les jeunes en foyer ou des gens dans le besoin à s'évader et à sortir un petit peu de leur quotidien en leur apportant des affaires et puis en les emmenant ensuite en montagne faire du trail ou de la rando. Donc l'asso elle est basée à Aix-les-Bains. Donc si vous êtes dans la région et que vous avez trop de choses dans vos placards, je vous invite à aller les suivre sur Instagram et pourquoi pas prendre contact avec eux si vous voulez que votre matériel ait une seconde vie. Donc pour le coup, vous savez où ça part et c'est assez facile de voir l'impact positif direct. Donc comme d'habitude, le lien sera dans la description. Solution pour me libérer de toutes mes affaires dont je ne sais plus quoi faire, Mathieu. Donc merci beaucoup. Je vais de ce pas profiter de cette belle association. Nico, une petite reco? Ouais, toujours dans le milieu du sport qui fait un petit peu écho à ce qu'on a parlé aujourd'hui sur
sur le long terme, sur la santé et pas toujours le court-termiste et la performance. C'est un docu de l'équipe, Accord perdu, ça s'appelle, qui donne la parole à d'anciens sportifs de haut niveau qui ont été très impactés pendant leur carrière sur le plan physique et par rebond sur le plan mental. Notamment, vous aviez peut-être entendu parler de joueurs de football, Bruno Rodriguez, qui a eu de multiples infiltrations pendant sa carrière et qui avait des douleurs insupportables à la cheville au point de se faire amputer. Donc ça donne la parole à ces gens-là et ça permet de prendre un peu de recul sur le fait de pas écouter son corps, de pousser toujours plus. Et puis aussi, moi, ça me rendait un peu triste de ce monde où dans le sport, voilà, on a l'impression que des fois les athlètes sont un peu des morceaux de viande et puis quand on les a bien pressés, on apprend un autre. Et moi, c'est vrai que c'est ce que j'ai envie de transmettre aussi, c'est que oui, il y a de la perf. Après, avant tout, c'est le sport, c'est une pratique pour le bien-être physique et mental à long terme. Top. Et puis moi, je terminerai par une reco YouTube, la chaîne YouTube de Sami Terki, Terki, un jeune vidéaste qui a lancé sa chaîne il y a 1 an, qui pratique la course à pied en plus, et dont sa première vidéo s'intitule « Est-ce que Strava a ruiné la course à pied ?» Et dans toutes ces vidéos, il décrypte avec finesse et avec une grande rigueur des phénomènes de société de manière très fluide et concise, dans des vidéos qui sont assez courtes, qui durent une petite dizaine de minutes. Et vraiment, c'est une de mes plus belles récentes découvertes sur la plateforme YouTube. Donc, chacune de ces vidéos, c'est vraiment une véritable pépite. Donc, foncez découvrir ça et allez lui donner de la force sur Insta aussi. On a fait le tour, les amis. Mais oui, c'est tout bon. Idriss, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On espère que tu vas rester un auditeur fidèle et on te souhaite bon courage pour tes prochains dossards. Eh ben ouais, merci à vous, merci de m'avoir invité. Les amis, Mathieu, Nico, Théo, Margot qui est déjà partie. Merci d'avoir ébloui les gens de votre savoir. On vous donne rendez-vous à toutes et tous dans 2 semaines pour un prochain épisode et peut-être avec un épisode exceptionnel avec le plus grand nutritionniste de France, Valentin Lacroix. Les amis, à très vite. Ciao, ciao. Voilà, on peut se dire au revoir. Juste un petit mot si vous êtes encore là. Cette intro n'en termine pas. Mais juste si vous êtes encore là, n'hésitez pas à nous noter sur votre plateforme d'écoute. Ça nous soutient. Et puis surtout, à faire un petit partage. C'est vraiment la meilleure façon que vous pouvez de nous soutenir. Et puis du coup, on est encore désolé de ne pas avoir pu vous proposer la vision d'un nutritionniste ancré dans la science, mais aussi dans la pratique puisqu'il pratique le trail. Et donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas aussi à nous faire remonter. Et on essaiera de pouvoir refaire un épisode avec lui. Merci à vous. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Ouais, ciao, ciao.